La biodiversité. Le terme biodiversité a été inventé en 1968. Il vient de l'anglais, Biological diversity. c'est-à-dire diversité biologique. Dans la notion de diversité, il y a une idée de nombre d'éléments qui sont nombreux et qui sont également différents les uns des autres. Donc une diversité, ça veut dire beaucoup d'éléments différents les uns des autres. Dans l'idée de biologique, cela se réfère au monde vivant. En effet, en grec, bios signifie la vie. La biodiversité, c'est donc la diversité du monde vivant, la diversité des êtres vivants. La biodiversité peut s'étudier à différentes échelles. Tout d'abord, elle s'étudie à l'échelle des écosystèmes. On parle d'une diversité des écosystèmes. Mais on peut également, quand on s'intéresse à la biodiversité, s'intéresser à la diversité des espèces. C'est le second niveau, la diversité des espèces. Il y en a un troisième. Au sein d'une même espèce, on peut avoir des différences entre des individus. Il s'agit du troisième niveau, la diversité des individus au sein d'une même espèce. Nous allons reprendre ces trois niveaux l'un après l'autre. Et tout d'abord, la diversité des écosystèmes. Vous avez ici trois écosystèmes qu'on peut observer sur notre planète. Une barrière de corail, c'est-à-dire un écosystème aquatique, une forêt tropicale et un écosystème des régions arctiques, c'est-à-dire une banquise. Vous voyez qu'on a des écosystèmes qui sont nombreux et qui sont différents les uns des autres. La diversité des espèces au sein même d'un seul écosystème. Choisissons ici l'écosystème de la barrière de corail. Nous pouvons observer dans cet seul écosystème une diversité des espèces. Par exemple, à la fois du corail, un poisson clown ou une anémone de mer. Vous noterez que les espèces sont toujours définies par un nom en latin, un nom de genre, puis un nom d'espèce. Enfin, au sein d'une même espèce, on peut observer des différences entre les individus. Par exemple, si on prend l'espèce humaine, c'est très frappant, on va avoir des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ne vont pas avoir la même couleur d'yeux, ni la même couleur de cheveux, la même texture de cheveux. Nous allons reprendre maintenant chacun des niveaux de la biodiversité un par un. La diversité des écosystèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Un écosystème, c'est constitué d'un milieu et de tous les êtres vivants qui y habitent. Un milieu, c'est une notion que vous avez abordée en 6e lors de vos tout premiers cours de SVT. C'est une surface, une zone, qui va être caractérisée par des paramètres physico-chimiques. Prenons par exemple ce milieu-là, la forêt tropicale. On pourrait le caractériser en essayant d'en mesurer sa luminosité avec un luxmètre. On obtiendrait une luminosité très faible au sol, puisque la lumière est arrêtée par les branches des arbres. Avec un hygromètre, on pourrait mesurer l'humidité de l'air. On obtiendrait un milieu très humide. Et enfin, une température élevée et assez constante. Si on étudie un autre milieu, par exemple celui-là, une prairie alpine, on aurait cette fois-ci une luminosité très forte, puisqu'il n'y a pas d'arbres pour capter le soleil, un air plutôt sec et des températures faibles avec d'importantes variations entre le jour et la nuit. Donc vous voyez que ici on a deux milieux caractérisés par des paramètres physico-chimiques et qui sont différents. Si on avait pu faire notre sortie biodiversité à l'Institution Ré, on aurait pu découvrir des écosystèmes, alors peut-être un peu moins glamour que ceux que je vous ai présentés en photo, mais on aurait pu voir une mare, c'est-à-dire une zone humide, et une prairie verger. Intéressons-nous maintenant à la diversité des espèces. La diversité des espèces, c'est l'aspect de la biodiversité qui est la plus médiatisée, avec des espèces emblématiques qui déclenchent des sentiments de protection chez les personnes et qui donnent envie de donner pour les associations qui vont protéger la nature. Mais la biodiversité, c'est pas seulement le panda, l'éléphant, l'ours polaire, le bébé phoque, c'est aussi le moustique, Vibrio cholerae, la bactérie qui donne le choléra, les acariens ou des pissenlits. Tous ces êtres vivants-là font aussi partie de la diversité des espèces. À l'Institution Ré, on aurait pu observer autour de la mare des framboisiers, des joncs ou un saule pleureur.
Pour étudier la biodiversité des espèces, qu'on appelle aussi la diversité spécifique d'un endroit, on peut réaliser des inventaires. Que ce soit des inventaires pour des êtres vivants, par exemple ici on essaye de retrouver tous les insectes aquatiques, ou alors pour les espèces végétales. Ici on a des personnes qui vont essayer de retrouver la biodiversité de toutes les espèces végétales dans un carré de 1 mètre carré découpé sur l'herbe. Le Muséum d'histoire naturelle propose un certain nombre de protocoles dans un réseau qui s'appelle le réseau Viginature. Il permet de suivre énormément d'espèces et il fait partie de ce qu'on appelle des sciences participatives. C'est-à-dire qu'il permet à des citoyens lambda de suivre des protocoles d'équipes de recherche scientifique et une fois qu'il a ramassé ses résultats, de pouvoir les envoyer aux scientifiques. Ceux-ci disposeront alors d'une grande base de données pour pouvoir bien analyser la diversité de notre pays. L'institution Ré a participé à ce réseau, notamment en intégrant le plan Vigikiro pour un suivi des chauves-souris. Vous en entendrez de nouveau parler, notamment en terminale. Mais on peut se demander, qu'est-ce qu'une espèce? Alors une espèce, c'est une manière de regrouper ensemble des êtres vivants qui se ressemblent. Par exemple, ici, on a 2 petites bestioles qui ont des ailes, 6 paires de pattes, qui ont des grands yeux, des antennes et qui butinent. On pourrait dire qu'elles font partie de la même espèce. Mais il est très difficile de décider que les espèces ne regroupent que des êtres vivants qui se ressemblent. Ici, par exemple, on a 2 êtres vivants qui ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, ils font partie de la même espèce. C'est la même espèce. On a à gauche une larve de coccinelle, c'est-à-dire un stade jeune de la coccinelle, et à droite, on a une coccinelle adulte. Donc parfois, le même individu, selon son stade de développement, ne se ressemble pas. On peut également avoir un problème avec des espèces comme celle-ci, le mérion superbe mâle et femelle, où l'on voit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes couleurs de plumage. Ça arrive très fréquemment parmi les espèces que les mâles et les femelles n'aient pas la même apparence. On appelle ça le dimorphisme sexuel, le fait que mâle et femelle n'aient pas la même apparence. Donc pour essayer de lutter contre ça, on a une définition d'espèce qui est celle que vous avez apprise en 6e. Une espèce, c'est un ensemble d'êtres vivants capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance fertile. Le problème, c'est que c'est pas si facile que ça à appliquer. Vous avez pas mal d'exemples où on est vraiment à la limite de ce concept d'espèce. Je vous présente par exemple ici un ligre. Un ligre, c'est le petit d'une tigresse et d'un lion. Et bien, chez les ligres, les femelles sont fertiles, elles peuvent se reproduire avec un tigre ou un lion, mais les mâles sont stériles. Il devient difficile dans ces conditions de savoir si tigre et lion appartiennent à la même espèce ou s'ils appartiennent à des espèces différentes mais un peu éloignées. Cette définition s'applique également très très mal pour les nombreux êtres vivants qui ne se reproduisent pas par reproduction sexuée. Les bactéries, par exemple, qui se reproduisent en se clonant, en se coupant en deux, ne vont pas pouvoir rentrer dans cette définition. Et pourtant, elles constituent une part très importante de la biodiversité. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le concept d'espèce, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme pour bien appréhender le monde qui l'entoure, et qu'il est très valable quand on est bien au milieu du concept. En revanche, quand on est à la limite, eh bien ça devient nettement plus flou, et il peut être parfois difficile de trancher, savoir si 2 êtres vivants sont ou ne sont pas de la même espèce. Dernier niveau de la biodiversité, la diversité des individus au sein d'une même espèce. Par exemple ici, chez les escargots des haies, vous voyez qu'on n'a que des escargots sur cette photo qui appartiennent à la même espèce, et pourtant ils n'ont pas du tout la même apparence. Certains ont une coquille unie, d'autres une coquille avec des rayures, et leur coquille peut être soit jaune, soit rose, soit carrément marron. Et pourtant, tous appartiennent à la même espèce et se reproduisent sans aucun souci. Ce qui signifie qu'au sein d'une même espèce, on peut obtenir des différences très importantes entre les individus. Prenons un exemple chez l'espèce humaine, l'exemple des groupes sanguins. Vous avez des globules rouges, ces petites cellules qui, à l'intérieur de votre sang, transportent le dioxygène. À la surface de ces cellules, on trouve des petites protéines. Ces protéines, ce sont des molécules fabriquées grâce à l'information codée sur un gène, le gène ABO, qui se trouve sur votre chromosome 9. Si on regarde ce chromosome 9, sur le site internet que j'aime bien, The Human Protein Atlas, on peut retrouver ce gène, plutôt vers la fin,
le gène ABO, dont on peut même avoir une idée de la séquence. Là, je vous ai mis vraiment que les premiers nucléotides. Donc sur ce gène ABO, situé sur le chromosome 9, on peut avoir ce gène présent sous 3 allèles. L'allèle A, qui permet de fabriquer la protéine A. L'allèle B, qui permet de fabriquer une protéine B, ou l'allèle O, qui ne permet pas de fabriquer de protéines. Avec cette diversité des allèles, cette diversité génétique, on obtient différents caractères pour les êtres humains. Les êtres humains qui ont 2 fois l'allèle O sur chacun de leurs chromosomes 9 vont être de groupe sanguin O, et leurs hématies, leurs globules rouges, n'auront pas de protéines autour. Ceux qui ont une allèle A ou alors 2 allèles A, ou alors un allèle A et un allèle O, vont être de groupe sanguin A. Ceux qui ont 2 allèles B ou alors un allèle B, un allèle O seront de groupe sanguin B. Et enfin, ceux qui ont un allèle A et un allèle B seront de groupe sanguin AB. On voit comment, à partir d'un seul gène, le gène ABO, on peut obtenir une diversité des individus au sein d'une même espèce. Donc cette diversité des individus au sein d'une même espèce, c'est ce qu'on appelle la diversité génétique intraspécifique, c'est-à-dire à l'intérieur, intra à l'intérieur, spécifique d'une espèce. Cela va permettre de calculer ce qu'on appelle une fréquence allélique, pour savoir si un allèle va être très courant dans la population ou au contraire assez rare. Une fréquence allélique, c'est le nombre d'individus qui portent cet allèle divisé par le nombre d'individus total dans la population. Par exemple, ici, avec mon schéma de petit lapin, la fréquence de l'allèle pelage brun va être 5 sur 8, parce qu'il y a 5 lapins bruns sur 8 lapins en tout, et on obtient un allèle qui a une fréquence de 0,63. Dans la population humaine, si on s'intéresse au cas des groupes sanguins, on peut par exemple ici retrouver la carte de l'allèle A à la surface du monde. Et on voit qu'il y a des régions où l'allèle A va être tout à fait présent, voire dominant, et des régions où il est complètement absent, par exemple en Amérique du Sud. Voilà donc en termes de biodiversité ce que vous devez retenir, ces 3 niveaux, diversité des écosystèmes, diversité des espèces et diversité des individus, diversité génétique, au sein d'une même espèce.